Alors maintenant que tout le monde est là, à peu près. Donc, il y a des artistes qui étaient là depuis le début. Depuis le début, il y avait Patrice Le Guen, il y avait Sinou et il y avait Olivier Levesque. Juste. Donc, j'aurais voulu présenter, tous vous les présenter, mais ce qu'on fera, c'est que surtout vous allez les écouter et d'autres sont venus par la suite. Quito est venu après, Goulven est venu après, Stéphane est venu après, et puis la relève, et puis Gabriel, j'en reparlerai, est venu. La relève est présente parce qu'il y a bientôt une école de sculpture, mais déjà une école de sculpture, et nous avons le maître de stage Bruno et déjà 2 apprentis. Donc vous voyez, ça c'est quand même tout à fait extraordinaire. Nous avons des artistes qui sont bretons mais qui sont venus de partout. Sinou est venu d'Inde, à côté de Pondichéry, parce que il a trouvé, d'abord il a connu son épouse Gabrielle en Inde. Ils sont revenus, évidemment Gabrielle l'a entraîné en Bretagne, normal. Et Sinou a trouvé que c'était tout à fait bien parce qu'il retrouvait en Bretagne le granit qu'il avait dans sa belle ville, qui est en fait qui est une ville classée dans les sites de l'UNESCO et qui a des granites sculptés du 7e siècle. Donc c'était normal de devenir sculpteur finalement. Et Gabriel a dit, eh bien moi, après avoir vécu 10 ans avec un sculpteur, j'ai décidé de m'y mettre. Donc, je sculpte aussi. Et puis, il y en a un qui m'a dit, oh oui, non, moi je suis un jeune sculpteur, ça fait 3 ans que j'exerce. C'est Bruno, le maître de stage. Mais enfin, avant, c'était, je suis photographe, peintre, et puis finalement, je suis tombée dans la sculpture. Donc, il y a, alors, vous avez devant vous des hommes et des femmes qui sont autodidactes ou diplômés, qui sont tous tombés à un moment donné dans la sculpture et qui ont tous dit à un moment donné, il y a en clair le matériau, c'est le matériau qui me guide. Et le matériau va me faire un certain nombre de choses et des choses exceptionnelles parce que comme on est en Bretagne, on fait toujours des choses qui vous transcendent. Alors, je voudrais commencer en vous posant quelques questions. Et bien sûr, tout le monde ne va pas répondre, vous allez vous battre, j'espère, pour répondre. Mais comment, alors, le premier qui répondra, et je vous passerai le micro, comment avez-vous adhéré à la Vallée des Saints et pourquoi ? Qui veut répondre ? Merci, Patrice. Parce que tu as insisté pour avoir. Vous n'êtes pas gentil avec moi, 50. Comment je suis arrivé à l'ASA ? La première chose, c'est que j'ai rencontré Philippe Abjean. Moi, je sculptais déjà depuis pas mal de temps, d'ailleurs. Et Philippe est venu me voir dans mon atelier en me disant qu'il avait ce projet de la Vallée des Saints et il cherchait des sculpteurs. Mais ça s'est passé quand même quelques années avant que ça démarre. Donc voilà. Comme moi, je connaissais pas mal de carrières, j'ai commencé des sculpteurs que j'avais rencontrés un peu partout. C'est comme ça que j'ai démarré avec Philippe et Sébastien. Donc voilà. Mais le projet, il était dans la tête déjà depuis un moment chez moi, dans mon atelier, parce que quand Philippe m'a parlé de ça, j'ai trouvé que c'était magnifique. Donc j'ai adhéré tout de suite, moralement sûrement. Parce que faire du monumental, ça n'existait pas trop encore ici en Bretagne. On le faisait, mais dans des ateliers ou bien invité par d'autres sculpteurs ou dans des carrières. On n'était pas beaucoup. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Voilà, moi, je suis arrivé grâce à Patrice. Voilà, je suis arrivé grâce à Patrice. Voilà, même temps, je suis un sculpteur. Voilà, c'est mon métier dans la sculpture toujours. Quand je suis arrivé en Bretagne, voilà, je me suis tombé déjà
le premier symposium, j'ai participé avec Patrice. Je connais pas mal de carrières, tout ça, les copains de carrière, tout ça. Depuis le départ, voilà, c'est voilà, c'est. Après, ouais, j'ai participé à plusieurs symposiums, à Trigestel, Perros, tout ça, 2-3 symposiums, j'ai participé. Avec toujours travail dans l'atelier, voilà, c'est Patrice. Et, après 2-3 ans après, voilà, c'est un projet que. Attendez, parler des validation, plutôt la validation, ouais, validation, le projet de validation, tout ça, j'entends parler de ça. Voilà, c'est par le journal, tout ça. Après, le Patrice, il m'appelle, après 4 ans après, Patrice, il m'appelle. Quand j'étais en Inde, ce projet, il m'appelle, voilà, voilà, on a cherché un sculpteur, tout ça. On était ensemble de travailler pas mal d'équipes de sculpteurs. Je suis parti de, voilà, son copain, Patrice. Voilà, c'est comme ça qu'il a construit plusieurs artistes. Comme ça que je suis intégré dedans grâce à Patrice. Voilà, c'est comme je suis né une famille pêcheur en Inde. Aussi, je suis né avec la sculpture. Je suis né village des sculpteurs, tout ça. Voilà, c'est comme j'étais famille pêcheur, tout ça. Patrice il m'a choisi pour à 140 ans avec Alliant, avec les poissons, tout ça. Voilà, c'est comme ça que je suis intégré dedans. Déjà, je le connais. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on sculpte ici dans la vallée du sang? On sculpte des sangs, l'histoire, la légende, tout ça. En même temps, dans ma culture aussi, j'ai beaucoup de choses comme ça, la sculpture indienne. Comme j'ai été école de tradition indienne, je savais sculpter des images, des personnages, tout ça déjà. Je les connais comment intégrer des personnages, tout ça. En même temps, dans l'école, j'étais vite dans l'école, j'ai étudié aussi de l'art européen, tout ça, je les connais un peu déjà, niveau d'art, tout ça. Grâce à mon école, grâce à l'université, tout ça, grâce à Pat surtout. Voilà. Bravo. Merci Sinou. Alors c'est vrai que Sinou a mentionné Saint-Corentin. Et quand on visite la colline, la vallée des Saints, eh bien vous savez que cette mode féodale est les premières sculptures qui ont été réalisées étaient autour de la mode féodale et ce sont les 7 saints fondateurs en fait qui correspondaient aux 7 évêchés d'origine. Alors Saint-Corentin c'était Quimper et puis il y avait Saint-Paterne c'était Vannes et puis il y avait Saint-Malo et puis il y avait Saint-Brieuc puis il y avait voilà Saint-Sanson donc et donc le poisson s'est retrouvé bien sûr avec Saint-Corentin, très très belle statue. Est-ce que je vais m'adresser à celui qui fait partie des 3 premiers en posant la question justement, alors vous recevez une commande puisque j'ai volontairement insisté sur le fait que pendant des siècles, la sculpture était faite, réalisée sur commande. Donc en fait, c'est une vieille tradition, ici on est sur commande. Donc vous recevez une commande, quel est le travail en amont et quel est le travail en aval? Alors, en fait, à partir de la commande, qu'est-ce qui se passe avant, après? D'abord l'histoire, qu'est-ce qu'on va avoir à raconter et donc voilà, se documenter, recevoir des documentations aussi de ceux qui nous proposent ça. Voilà, une rencontre aussi avec les mécènes. Hein. Sans pour autant que ce soit la vallée des Saints. Oui. Oui. Ouais. Par exemple, la première statue que vous avez faite sur la vallée des Saints. Ouais, comme je vous dis, je pense. Saint-Paterne, c'était le premier. Hein, c'était aussi parmi mes premières expériences de figuration. Comme je suis plutôt abstrait, naturellement. et donc voilà, se mettre un peu dans cette ambiance, quoi. Hein.
Et voilà, ensuite aussi, on a une idée vague déjà d'après l'histoire, et puis après, il y a la contrainte du caillou. Hein, donc là, il y a une forme qui est déjà là, et il faut s'en servir. Hein, donc voilà, moi je les aime plutôt un peu massives, garder toujours une part un petit peu du côté brut, de ce que la pierre va m'apporter, quoi. Et voilà, donc au tout début aussi, on n'était pas très équipés, donc voilà, il a fallu faire avec nos peu de moyens et se confronter aussi à des grandes dimensions qu'on avait peu fait. Donc voilà, c'était déjà encore une autre approche de la sculpture. Voilà, la dimension c'en est une aussi, quoi. Donc voilà, et puis voilà, les choses ont évolué, le matériel a évolué aussi, et voilà, on découvre aussi d'autres univers aussi, même chez les sculpteurs aussi, pareil. Il y en a qui ont des bonnes idées, il y en a qui ont, voilà, autrement, oui, il y a le dessin, la maquette, voilà, pour déjà connaître un petit peu mieux notre personnage, quoi. Qu'est-ce qui va ressortir, quoi. Alors, si on parle de la maquette Quito, est-ce que les contraintes, par exemple, il y a une commande, voilà. Alors, quelles sont les contraintes quand on est sculpteur et qu'on reçoit une commande? Les contraintes, c'est la vallée des saints avec le directeur et le président et le mécène. Ils sont super sympas de nous faire travailler. Pour ma part, je vais regarder la légende du saint ou de la sainte. Je pique tout ce qui me plaît. Je vais dans mon atelier et je fais une maquette, je crée tout seul. C'est un plaisir vraiment immense de créer. Généralement, je prends un bloc, je ne change pas. J'avance parce que c'est de la taille directe, donc je ne peux pas revenir en arrière. Et ma maquette est finie, elle me plaît. Voilà, donc je la présente, c'est accepté ou c'est pas accepté. Alors le problème après, c'est de la faire dans un bloc qui existe déjà. Donc il faut déjà aller voir un bloc qui correspond à peu près à ma maquette, déjà. Et après, évidemment, il faut se copier. Donc c'est-à-dire multiplier par 10 tout ce qu'on a fait. Alors, des fois, je déroge à la règle parce que je vous dis franchement, ça m'emmerde. Et puis, entre-temps, mon esprit a évolué. Donc, ce qui était maquette et qui me plaisait, ça ne me plaisait plus du tout. Et du coup, sur le chantier, j'y tiens, ce sera mieux comme ça. Voilà. Et puis, j'en fais à ma tête, quoi. Et puis, généralement, le mécène est très content et puis le valet aussi. Ça me permet d'avoir une certaine liberté parce que la sculpture, c'est la liberté totale. Il y en a qui peignent et puis qui rajoutent de la couleur. Nous, on donne un coup de ciseau, on n'a pas le droit de revenir en arrière. Hein. On ne peut pas remettre la pierre. C'est un plaisir que mes collègues doivent connaître. C'est de prendre un bloc brut et puis de faire sortir la vie de ce bloc. Oui, parce que si le premier matin, on arrive, on voit le bloc, il est brut, il ne nous parle pas. Mais déjà, dès le lendemain, il y a une présence dedans, et la discussion commence à commencer, et puis c'est parti, quoi. Voilà. Merci à vous. Voilà, Quito met le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, c'est ce dialogue entre le bloc, la matière, et puis l'esprit. Et tout d'un coup, le créateur va faire sortir l'esprit de la matière. Alors, il y a aussi j'aimerais que peut-être quelqu'un parmi vous me parle de quelque chose qui est assez unique. Le fait on est seul dans son atelier. Mais quand vous êtes, puisqu'il y a des campagnes de sculpture,
et que ces campagnes de sculpture durent 1 mois. Donc 1 mois, c'est très court. Quel est l'impact de travailler en 1 mois? Comment ça se passe? Quelles sont les contraintes là encore, ou quels sont les avantages? Le fait de travailler en 1 mois, alors c'est hyper galvanisant, mais je pense qu'on aurait vraiment des difficultés à le faire seul comme ça. Alors après, la contrainte de la rapidité ou du dernier moment, ça donne un certain stress, même quand on est seul. C'est intéressant, mais là, en groupe, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on sait très bien que si on a un projet très audacieux, nous arriverons rarement véritablement on va dire, à quelque chose de très... De très fini du dessin, quoi. Enfin, ici, on est quand même principalement, comme des sculptures sont toutes faites en 1 mois, sur des croquis de sculptures. Elles ne sont pas hyper léchées. Le fait d'être en groupe, en fait, l'expérience de chacun et les expérimentations du fait de la rapidité du chantier nous nourrit. Et ça nous permet d'imaginer d'autres systèmes et de progresser collectivement, quoi. Le fait d'être en groupe et de le travailler en 1 mois, quoi. Il est clair que si on avait 1 an ou 6 mois pour réaliser ces mêmes sculptures, elles seront comment dire, beaucoup plus parfaites, entre guillemets, quoi. C'est pas du tout, c'est pas le mot idéal, mais potentiellement on se nourrirait moins entre nous, enfin je pense. Sur de quelle manière fait les cheveux. J'ai toujours été impressionné comment Quito faisait les cheveux, par exemple. Et autrement, de quelle manière on peut illustrer quelque chose. Je me souviens d'Olivier avec une sculpture qui avait un rapport avec l'agriculture et la pluie. De quelle manière il a illustré la pluie. Excusez-moi, mais illustrer la pluie en sculpture, il faut quand même imaginer quelque chose, ce qui n'est pas du tout évident, quoi. Et justement, le fait d'avoir, on va dire, une ébullition vive, puisque elle est rapide, je pense nous fait tous progresser, mais d'un bond monstrueux à chaque chantier, quoi. Quelles sont les contraintes quand on est un couple de sculpteurs? Comment ça se passe? Est-ce qu'on travaille sur la même sculpture? Alors, la contrainte, c'est de ne pas la faire en même temps pour être à la maison avec les enfants. En fait, on a fait quand même la première sculpture. J'ai été assistante de Sinou. Et même avant cette sculpture, je ne pensais pas me plonger dedans comme ça. C'est vraiment Saint-Briac avec lequel j'ai participé 1 mois avec Sinou qui m'a lancé dedans, et depuis après j'ai pu lâcher la meuleuse. Après les contraintes, non, on échange beaucoup. Moi je l'ai accompagné pendant 10 ans sur chacune de ses sculptures. On a fait les démarches ensemble, on se documentait ensemble, on allait voir les chapelles, et c'était chouette de faire ça ensemble. On discutait beaucoup ensemble, même des croquis et des projets. Et c'est ça aussi, quelquefois, d'avoir la frustration de voir tout ce qu'on pouvait faire et de ne pas pouvoir y mettre tout ce que j'avais envie, qui m'a donné envie aussi d'y aller. Parce que j'avais tellement de choses, je voyais tellement de choses qu'on pouvait dire par là, que ça m'a poussé vraiment à y aller aussi. Voilà, et puis ce projet... pour l'éternité. Alors, comment est-ce qu'on choisit, puisque on est dans une terre de granit et qu'il y a des granites qui sont très 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 différents, quand on a une commande, comment est-ce qu'on choisit son granit? Comment ça se fait? On n'a pas trop le choix. Parce que il y a quand même peu de granit en Bretagne, il y en a quand même, mais bon, on est quand même limité, donc on va surtout choisir le granit par rapport au mécène. Mécène, celui qui paye la sculpture.
quand même, il faut quand même qu'il ait le droit et le regard quand même sur ça. C'est important quand même la matière première. Si la personne est attachée à du rose de la clarté, on ne va pas sculpter en long et lin, ce serait dommage, quoi. Il peut y avoir une histoire derrière chaque pierre ou derrière chaque matériau. Donc voilà. Après, on va choisir le bloc en fonction de notre sculpture, hein. Comme disait Quito, c'est sûr. Lui, il va plutôt s'adapter. Après, moi, j'aurais plutôt tendance à choisir mon bloc avant et je fais ma maquette en fonction de mon bloc pour pas me compliquer la vie. Après, c'est la magie du truc, quoi, hein. Quand on part d'un truc, on est obligé de s'adapter après. Mais bon, voilà, il faut avoir une certaine expérience que j'ai peut-être pas non plus. Donc, bon, voilà. Moi, j'aurais tendance à choisir mon bloc et après, donc, on va choisir. Si c'est du rose de la clarté, si le rose de la clarté ou le lin et lin ou l'aile gouatte a une forme, enfin voilà, chacun va avoir une forme différente. Du coup, on va choisir celui qui correspond le plus à la forme qu'on veut faire. Mais en fonction aussi du mécène. Alors, est-ce que quelqu'un, voudrait poser des questions? Alors moi, c'est une question un peu plus technique. Christine, vous nous avez présenté le marbre, après on a vu le calcaire. Il y a beaucoup de calvaires bretons qui ont été faits en de la pierre de Kersanton, qui est beaucoup plus fine. Je suppose que pour le granit, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que le grain est beaucoup plus gros. Comment vous faites quand il y a une petite erreur? Quand il y a un coup de burin qui, hop, ça part à gauche, est-ce qu'on peut récupérer? Par exemple, quand Quito fait ses fermetures éclairs, c'est du cousu humain, ça. Il ne faut pas qu'il y ait un éclat en trop, s'il n'est pas question de le recoller. Non, si je rate ma fermeture, ça devient de l'art contemporain. Voilà. Non, mais il y a toujours moyen de s'adapter. Pour rigoler, on peut toujours commencer par un homme. Si jamais ça casse, on fait une femme. Mais on s'adapte. Je reprends le micro. Non, mais il faut rire. Et puis, je peux vous dire que pendant les chantiers, c'est vraiment très agréable. Et quand quelqu'un casse quelque chose ou quelque chose de maladroit, il y a toujours un conseil à donner, à prendre. Il y a un échange absolument extraordinaire entre les artistes. C'est pas comme dans les symposiums où quand quelqu'un se casse la gueule, l'autre rigole. Ici, on construit, on travaille. C'est vraiment sérieux, tout en rigolant. Mais il faut voir le résultat. C'est absolument magnifique, quoi. Voilà. Donc on s'adapte. Bonjour, vous parliez tout à l'heure de la galvanisation du groupe et du travail de groupe. Est-ce que, du coup, les sculptures, vous les faites ensemble? Enfin, l'idée, parce que chacun fait sa sculpture, ou est-ce que tout le monde participe à la sculpture de chacun? Au départ, on est parti sur un projet individuel, chacun fait sa sculpture dans sa tête. Ensuite, c'est vrai que sur un chantier comme ici, on est obligé de participer les uns aux autres, sinon ça n'avancerait pas, parce qu'il n'y a pas que la sculpture. Sur un chantier comme ça, il y a tout le matériel, l'organisation, il y a le lever le matin déjà, qui n'est pas toujours facile. Après, il y a le coucher aussi, mais entre tout ça, on est tous ensemble, on vit dans une communauté un petit peu. C'est pas comme un atelier où tu te lèves quand tu veux, tu vas faire ici, l'un pousse l'autre, l'autre pousse l'autre, au retard des fois, voilà. Ce qui est important dans ça, c'est que c'est une énergie globale, en fin de compte. Et ça, tous les sculpteurs, tous les gens qui passent ici le sentent, quoi. Et ça, voilà, s'il faut monter le chapeaudage, si on est à 2 ou 3, ça va plus vite qu'à tout seul, enfin, et ainsi de suite, quoi. Donc le matériel aussi suit. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais le jour où ça devient trop individualiste, la sculpture monumentale s'écrasera, quoi. Parce qu'il faut être tous ensemble, sinon ça ne marche pas. Voilà. Et, par exemple, vous avez
présenté le Laocoon, qui est au Vatican à Rome, vous avez dit comme quoi c'était référencé, le fait qu'ils étaient à 3 dessus. Souvent, maintenant, on imagine les artistes, notamment les sculpteurs, mais aussi les peintres, etc., comme quelque chose de très individualiste, qui, seul dans son atelier. Le fait d'avoir des chantiers comme ici, oui, on peut être chacun sur notre sculpture, mais en fait, on bosse ensemble. Et c'était la première fois cette année qu'on a été à 4, même peut-être 5, sur la même œuvre, Saint-Michel, pour le coup. Et en fait, ça, c'est quand même assez extraordinaire et ça a toujours existé, surtout dans le monumental, ça faut pas l'oublier. Et je pense que le fait d'imaginer toujours les artistes plasticiens seuls dans leur bulle, c'est déjà peut-être une représentation de la société actuelle qui est très individualiste, mais même les grands artistes plasticiens, ils ont toute une équipe derrière eux. Donc en fait, le fait d'être ici, oui, on est ensemble, même en travaillant chacun sur notre œuvre, quoi. Par exemple, avec Marina, elle est où? Elle est dans le public. Elle pourrait venir avec nous, hein, parce qu'elle est quand même future sculptrice, quand même, faut le dire. Et c'est vrai que moi, je fais de la peinture depuis toujours, hein, que ce soit de la peinture acrylique ou à l'huile ou n'importe quoi. Moi, je peins tout seul depuis toujours. Et puis, j'ai rencontré Marina, qui, elle, peint, mais qui a vraiment un côté professionnel dans la peinture, quoi. Elle connaît vraiment l'essence de la peinture et vraiment la technicité, quoi. Et du coup, je l'ai invité à venir peindre avec moi pour qu'on puisse échanger. Et moi, ma façon de peindre, avec mes connaissances et les siennes, et du coup, mélanger nos connaissances, ça a été vraiment positif pour l'un et pour l'autre, quoi. Et dans la sculpture, c'est pareil, quoi. Quand on est ensemble à la Vallée des Saints à sculpter, chacun a sa sculpture, mais c'est vrai qu'on a tous un œil sur l'autre, et l'autre un œil sur nous, et voilà, on se guide, on s'aide, on se donne des conseils, et on se réconforte. Parce que c'est court, et on se dit, on va jamais réussir à finir, quoi. Quand on est rendu à la 2e semaine, et qu'il n'y a pas les yeux, il n'y a pas les mains, on se dit, mais il ne reste plus que 15 jours, comment je vais faire? Et tout le monde est autour de nous et il n'y a pas de souci, ça va le faire. Tu as juste à faire ça, tu enlèves un petit peu de matière là et puis c'est fini, quoi. Et voilà. Et c'est vrai qu'on s'entraide comme ça. Et c'est vrai que c'est la Vallée des Saints. Moi, je sculpte dans mon atelier tout seul. J'avance pas à la même vitesse, quoi. C'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus compliqué, quoi. Tout seul, voilà, on n'a pas le regard extérieur. On s'enferme un peu, quoi. Alors, on a peu de temps maintenant, quelques minutes encore, et nous avons là une équipe importante des sculpteurs de la Vallée des Saints. Et il y a aujourd'hui et demain. Et demain, il y a une école de sculpture monumentale. Et nous avons la chance d'avoir Bruno, qui est le maître de stage de 2 jeunes apprentis, qui sont les 2 premiers. Et je voudrais qu'ils nous disent l'un et l'autre, en quelques mots, ce qu'ils ont reçu déjà, puisque c'est une formation de 7 mois que vous faites. Qu'est-ce que vous avez reçu de la part des sculpteurs qui sont à vos côtés? Alors, c'est déjà de ressentir un peu l'ambiance de travail. Tous les sculpteurs, c'est vrai que c'est très particulier, chacun a son univers, chacun a son parcours, etc. Et c'est très riche. Nous, on vit avec eux, on mange ensemble, etc. Donc ça, c'est très riche. Et ensuite, rien que de voir chacun travailler aussi, chacun a ses techniques, etc. Donc pareil, c'est très riche en tant qu'étudiant de voir toutes ces méthodes et puis de pouvoir parfois aussi travailler, filer un petit coup de main, quoi. Qu'est-ce qu'on a appris depuis le départ ici en échangeant avec les sculpteurs?
Du coup, chaque sculpteur est comme il est et a ses particularités. Et souvent, on dit par exemple que. Et aussi à sa sculpture aussi, et sa manière de faire, et ces choses qui lui sont propres. Et aussi, ils sont tous ensemble. C'est assez particulier. C'est comme si chacun avait quelque chose du coup à apprendre. Et son petit truc aussi. Du coup, ça, c'est chouette. Ça fait comme une palette de couleurs, en fait. Du coup, c'est cool. Et vous, Bruno, en tant que maître de stage, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à ces 2 premiers apprentis ? Alors, moi, ce que je veux leur transmettre, c'est ça, c'est le partage, mais surtout susciter en eux la curiosité et qu'ils construisent eux-mêmes leur imaginaire et qu'ils développent leur créativité ici en s'aidant des techniques qui vont découvrir avec moi et surtout avec les sculpteurs qui sont là. C'est ça la chance de la formation, je trouve, et l'énorme plus, c'est que Tristan et Lola et les futurs apprentis peuvent côtoyer des sculpteurs de la Vallée des Saints et donc des sculpteurs qui font de la monumentale. Et ça, c'est... alors, ils sont là pour ça, on est d'accord, mais les sculpteurs sont là devant eux, avec eux, et là où je suis hyper satisfait en fait de la formation, c'est que chacun joue aussi le jeu du partage. Et on a accueilli Tristan et Lola à bras ouverts et n'hésite pas à leur donner des conseils. Et ça, c'est quoi de mieux pour un apprenti que de recevoir ça là et en direct. On a eu des séances, on était en cours magistral, on va dire, sur l'histoire de l'art ou qu'est-ce, et puis on regarde par la fenêtre et wow, ça y est, la grue est là, il y a un levage, on va aller voir comment ça va se passer, parce que donc c'est un apprentissage aussi sur le vif, et rien qu'un levage et une pause sur le parc de sculpture, c'est un grand moment en fait pour le sculpteur, parce que faut pas que ça loupe, et il y a une responsabilité aussi du sculpteur sur les manipulations, etc. Donc voilà, on est en direct, alors on est à l'école et puis on est dans l'entreprise, les deux à la fois, et c'est ça une des grandes chances de cette formation-là. Donc avec cette ambiance-là, c'est à eux aussi de se construire et puis d'en tirer le maximum sur une période courte et longue à la fois, mais en vrai, ils vont être sur 5 mois vraiment sur l'apprentissage. L'été est une période un petit peu particulière, ils poursuivent la sculpture, et là, les deux derniers mois, septembre et octobre, ils vont à leur tour faire leur propre monumental en fait, et donc ça va être un grand moment pour eux et un aboutissement, et en espérant qu'ils poursuivent, en tout cas sur la monumentale, espérons-le, mais en tout cas qu'ils aient appris et qu'ils utilisent pour leur sculpture à eux, et plus tard sur du granit, pourquoi pas, ou autre matériau. Alors, il est temps maintenant de conclure. Il y a, par les échanges que nous venons d'avoir, et je remercie encore chacun des sculpteurs de s'être rendu disponible pour cet exercice qui n'est pas toujours simple, mais là encore, voilà, vous avez un exemple de cette disponibilité que chacun a exprimée dans le cadre d'une campagne de sculpture. Eh bien, vous l'avez exprimé ici devant les auditeurs. De quoi s'agit-il à la Vallée des Saints ? Quand on a parlé de commandes, il y a un cahier des charges. Vous avez bien parlé des contraintes. Donc le cahier des charges, il est clair et en même temps suffisamment allusif pour que chacun puisse exprimer une grande liberté. Alors d'abord, il faut du monumental. Donc en effet, c'est 3-4 mètres de haut, ça monte peut-être un peu plus. Du monumental, ça va jusqu'à 10 tonnes. Bien. Et il faut qu'on puisse reconnaître le sein. Donc il faut évidemment se renseigner sur
sa vie, donc trouver un attribut qui permette de tout de suite le reconnaître, comme le poisson pour Saint-Corentin. Et puis, il faut un visage qui soit, puisqu'on est dans un figuratif allusif, un visage qui n'est pas terminé en quelque sorte, peu importe, c'est-à-dire un visage qui puisse permettre à chacun de s'identifier, de poursuivre le regard, de poursuivre le travail. Et puis, en effet, c'est 1 mois et c'est très très rapide. Or, ce cahier des charges, qui est en même temps une contrainte, comme toute commande et tout cahier des charges, et la possibilité d'une grande liberté. Voilà pourquoi vous avez des styles extrêmement différents sur cette colline qui n'est pas très loin. Cette différence de style peut évidemment provoquer étonnement en se disant mais alors, est-ce qu'il y a un style de la vallée des Saints? Est-ce qu'il y a une façon, vous savez, on aime bien mettre dans des cases, hein. Alors comment est-ce qu'on pourrait identifier? Le principal, c'est finalement ce que vous avez dit dans le temps où vous vous êtes exprimé, c'est-à-dire que nous avons eu la chance d'entendre une école de la vallée des Saints qui était en train de se bâtir devant nous grâce à vos mots, grâce à votre implication. Et vous avez su, en effet, nous dire qu'il y avait la liberté suffisante pour, comme le dit Quito, bon, moi j'ai fait ma maquette, mais maintenant, finalement, ça ne me plaît pas, et donc je vais faire, et puis le mécène, il va suivre. Et le mécène suit parce qu'il y a un accord, il y a une discussion, il y a une entente entre le mécène et le sculpteur. Ça, c'est quelque chose qui est fort. Ensuite, vous avez bien su dire, chacun avec vos mots, il y a une entraide extraordinaire, chacun sur sa statue, mais on s'entraide les uns les autres. Et on retrouve, à mon avis, l'esprit qui a permis de générer de si grands chefs-d'œuvre, c'est-à-dire l'esprit des ateliers de la Renaissance. L'esprit, pourquoi est-ce qu'un Léonard de Vinci a été aussi exceptionnel? Parce qu'il a été modelé par l'atelier du peintre-sculpteur Verrocchio, où on n'arrêtait pas de s'entraider les uns les autres. Il y en a qui faisaient de la peinture, d'autres qui faisaient de la sculpture, d'autres qui faisaient de l'horlogerie, d'autres qui faisaient, etc., etc. Et chacun échangeait. C'est exactement ce que vous avez dit. On échange, on ne trouve pas la solution, il y en a un autre qui vous aide. Et c'est ce partage des connaissances qui va permettre une grande liberté et surtout qui va permettre de sortir du sillon dans lequel on est et qui permet de sortir, comme disait Goldwyn, de la bulle dans laquelle chacun est. Donc il y a une véritable communauté de création, de réflexion, chacun ayant ses réflexions, mais chacun surtout les partageant. Donc là, il y a une école qui est en train de se créer autour d'un art populaire. Or, bien souvent, quand on dit art populaire, on le dit de façon dépréciative. Or, un art populaire, ça veut dire un art qui est partagé, qui est mis à la disposition de tous et qui va trouver ses racines dans ce peuple qui a fabriqué la Bretagne, qui peuple encore la Bretagne et qui fait que tant de visiteurs viennent en Bretagne. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chercher une identité forte, ils viennent chercher des valeurs extrêmement fortes que vous revendiquez, vous qui êtes d'origine tous différentes, et vous vous retrouvez dans cette recherche. Donc il y a là quelque chose aussi d'assez étonnant, c'est que tout à l'heure, je parlais de ce christianisme celtique avec Saint Colomban, et puis il se trouve que, eh bien, il y a des saints qui sont venus de l'Empire romain et que finalement, tout le monde s'est retrouvé dans une même réflexion, une même intégration, une même volonté de donner le meilleur de soi-même
à la communauté qui se trouvait là. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Vous avez donné et vous donnez le meilleur de vous-même à la communauté qui est devant vous. Et là encore, c'est pour ça que nous avons, j'insiste, un privilège de pouvoir discuter avec les sculpteurs, sans qu'ils soient avec les meuleuses, avec parce que maintenant, on est quand même là aussi, on n'a peut-être pas eu le temps de l'évoquer, les contraintes techniques, physiques, qui sont quand même entre le marteau-piqueur, les engins quasi-industriels que vous utilisez, c'est aussi une force physique assez importante, un bruit permanent pendant un mois, et donc une communauté extrêmement chaleureuse. Donc un style qui est en train d'émerger, qui a peut-être évolué entre les toutes premières sculptures. Peut-être vous-même avez-vous évolué entre les premières sculptures que vous avez faites et puis celles d'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que peut-être qui sera pour une autre discussion. Mais je crois que ce qui est important, c'est de repartir avec cette idée qu'il y a à la Vallée des Saints un style complètement unique, mais qui plonge ses racines dans un travail original et en même temps communautaire, qui a été le fait de grandes écoles de sculpture. Et comme on n'est plus du tout habitué à ça, qu'on est habitué depuis le 19e siècle aux grands génies solitaires qui créent dans la douleur, on a encore cette idée très romantique de la création. Eh bien là, certes, la création se fait quelquefois dans la douleur parce qu'il y a des choses qui ne vont pas comme on voudrait, mais il y a une réunion de qualité et surtout une réunion de solutions. Il y a toujours une solution. Et vous en avez été des exemples vivants, une entraide. Et je crois que c'est un très très beau message que vous délivrez à tous ceux qui viennent visiter la Vallée des Saints, à eux de s'ouvrir à ces diversités de regards. Et c'est quand même ce qui fait la richesse de notre société, avoir des regards différents. Donc merci à vous, merci les sculpteurs, merci aux apprentis qui assurent la relève et qui, comme les sculpteurs, portent cette curiosité. Vous avez dit, chacun avec vos mots, vous avez fait part de cette curiosité pour toute une série d'expressions artistiques. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez plusieurs domaines artistiques de prédilection. Et ce lien avec les mécènes, ce lien qui vous oblige à faire des recherches, à être curieux des uns et des autres, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire dans notre société qui, quelquefois, en manque cruellement. Donc, merci à vous parce que vous nous donnez beaucoup d'espérance dans le futur. Merci. Jusqu'à présent, on a parlé de belles choses, mais on n'a pas parlé que vivre la vie d'artiste, c'est la galère. Sans déconner, parce qu'on n'a pas parlé d'argent, je reviens souvent là-dessus, mais un artiste, une fois qu'il a fini là, on a l'air qu'on est tous heureux, mais quand il retombe après, dans la réalité du monde, c'est plus du tout la même chose. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que tous les artistes qui sont là, on galère, quoi. Il faut nous acheter nos outils, il faut tout. C'est vraiment la galère. Moi, j'ai appris le métier de plombier chauffagiste parce que je ne pouvais pas vivre de ma sculpture. Et là, il y a beaucoup qui sont obligés de faire d'autres métiers à côté, ce qui n'est pas normal. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est rageant. Je trouve qu'il y a des gens qui perdent le boule de la sculpture parce qu'ils sont obligés de faire autre chose. Encore, chez les femmes, c'est encore pire, quoi. Si elle a un enfant, c'est le truc, galère, il faut trouver quelqu'un qui comprenne ce qu'elle veut faire, c'est compliqué, quoi. Et ça, on n'en parle jamais, en fin de compte. Là, c'est terrible, quoi, pour moi. Voilà. Donc, voilà, bravo, merci. Il faut encourager les artistes et pas simplement avec des paroles.
Mais en tout cas, voilà, un grand merci Christine, Claude et tous les artistes pour le travail qui a été commencé il y a déjà maintenant plusieurs mois et qui va se poursuivre, hein, parce qu'on est au début de cette réflexion. Il y a plein de sujets encore à traiter. Voilà, un grand merci. Juste pour vous dire que demain, on aura la chance, Gwendoline et Yannick Fer sont là, donc à 10h, on aura la projection du film Carnoët, Terre des Vieux Saints, qui va être projeté sur grand écran dès 10h, et on poursuivra après sur une conférence sur la sainteté dans l'histoire de l'Église, là aussi un vaste sujet avec notre vice-président René Roudotte, qui est ancien diplomate et qui était conseiller pour les affaires religieuses au Quai d'Orsay. Et puis après on déjeunera avec Yannick, Gwendoline et René, on aura l'occasion d'échanger, parce qu'en fait tout ça, ça va se suivre, et puis il n'y aura peut-être pas le temps pour les questions, donc là on prendra le temps pendant le déjeuner. Et on enchaîne après l'après-midi avec une conférence sur les portes du sacré, règles et symboles de l'architecture religieuse avec Bernard Riot, qui est un écrivain qui a écrit beaucoup de livres sur ces sujets-là. Après, on a l'inauguration de 4 sculptures, donc, et la bénédiction d'ailleurs de 3 d'entre elles, avec Saint-Nicolas, Sainte-Thérèse, Madeleine Fantou, Saint-Budoc et Saint-Odile. Après, on enchaîne la soirée avec un pianiste, il y a de la musique et surtout l'illumination du site le soir dès 23h30. Voilà, vaste programme. Donc on espère vous retrouver. Et il y a une messe, à 18h exactement, avec Père Philippe Enaf, curé de la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul à Clichy, ici même. Voilà. Merci à vous tous et à bientôt.